Nous présentons fièrement la grande épopée de la mythologie de la race Viet, une mission culturelle et une épopée reconstruite traçant les origines de la nation, de la création à l'âge des héros. C'est l'histoire des dieux qui ont façonné le cosmos, de la rencontre entre les immortels et le dragon, et des gens qui se sont élevés au rang de légende. Joignez-vous à nous, alors que nous pénétrons dans le lieu où le mythe commence. Dans l'obscurité primordiale, une première impulsion de lumière vient de s'éveiller. L'histoire commence là. Avant que tout ne commence, retournons à un moment sans point de départ. À cette époque, avant même le temps et la lumière, l'univers n'était qu'un silence illimité, ainsi qu'une vibration si faible qu'elle semblait ne pas exister. Avant le ciel et la terre, avant la première lueur, il n'y avait qu'un rideau noir, doux, profond et immobile, enveloppant tout. Mais alors, du sein de cette profondeur absolue, une très petite, très légère vibration s'est élevée. Non, personne ne sait d'où elle venait, sachant seulement que cet instant exact de vibration a ouvert la possibilité à toutes les formes d'existence future. De cette vibration primordiale, un mince trait de lumière commença à s'allonger puis à se dresser verticalement dans le vide, se transformant progressivement en une colonne de lumière colossale. Cette colonne de lumière n'avait ni visage, ni membres, mais elle possédait une volonté et un souffle. Le peuple Viet l'appelle Tru Tien Zan, le dieu axe céleste, le premier axe de l'univers. Chaque fois que le dieu axe céleste tremblait, des ondes invisibles se propageaient, repoussant l'obscurité et éveillant les potentiels endormis. C'est l'apparition du dieu axe céleste qui a marqué l'instant où l'univers Viet est sorti de son état de vide absolu. Puis vint le moment où le dieu axe céleste commença sa première rotation. Lorsqu'il tournait, l'obscurité environnante se déchirait en une myriade de fragments, grands et petits. La lumière était encore faible, ne faisant qu'éclater puis s'éteindre comme des éclairs isolés. Pourtant, à chaque éclair, la frontière entre l'être et le non-être s'élargissait légèrement. L'univers n'était plus une masse noire complète, mais un espace en cours de division et de façonnage. Cette première rotation était comme le premier souffle de la vie, fragile mais résolu. Lorsque le dieu axe céleste tourna pour la deuxième fois, le mouvement devint plus puissant et plus régulier. Les masses d'énergie se séparèrent, formant deux courants principaux, l'essence légère s'élevant vers le haut et l'essence lourde se condensant vers le bas. Bien qu'il n'ait pas encore de nom, les germes du ciel et de la terre étaient apparus. Les premières brumes, les flux entremêlés d'essences claires et troubles, créaient un spectacle à la fois vague et grandiose. L'univers Viet devint progressivement stratifié, avec un lieu élevé et un lieu bas. À la troisième rotation, le dieu axe céleste non seulement tournait mais vibrait également, formant de très larges spirales. Grâce à cela, les flux d'essence n'étaient plus chaotiques mais commençaient à suivre des orbites définies. Certaines zones devenaient plus chaudes, d'autres plus froides, certaines clairement lumineuses, d'autres toujours submergées dans l'obscurité. C'était le moment où les premiers principes de l'ordre se manifestaient. L'univers, à partir de là, non seulement existait, mais avait un rythme, une structure. Lorsque le cycle de rotation finale fut achevé, la lumière du dieu axe céleste s'épanouit puis s'estompa, se mêlant aux couches atmosphériques nouvellement formées. Cette entité axiale ne disparut pas, mais fusionna avec la charpente cosmique. Le corps du dieu axe céleste devint la colonne vertébrale invisible du ciel et de la terre. Son rôle était terminé. À partir du vide absolu, l'univers Viet avait maintenant la fondation pour toutes les forces ultérieures. Et puis, les lueurs restantes après cette dernière radiance se rassemblèrent à la couche la plus élevée. Là où l'essence était la plus pure, elles se condensèrent en une nouvelle entité, non pas un axe, non pas un pilier, mais une volonté. Cette entité est elle, empereur céleste, Tien Do. Il n'est pas né de la terre ou de la mer, mais de l'idée même de l'ordre cosmique. L'empereur céleste reçut le pouvoir de réguler l'atmosphère, d'établir les lois immuables, et de se préparer pour la prochaine phase du ciel et de la terre. Lorsque la fondation du ciel et de la terre fut établie, l'empereur céleste commença à s'éveiller. Cet éveil marqua l'instant où l'ordre fut établi plus clairement que jamais, et simultanément, le moment où les forces chaotiques furent progressivement repoussées vers les marges de l'univers. À partir de là, une nouvelle ère s'ouvrit, l'ère des monstres esprits, Kwai-Zan. Regardant l'univers nouvellement formé, l'empereur céleste constata que l'essence du ciel était stratifiée mais restait chaotique. Par conséquent, il entreprit d'organiser le royaume céleste. Premièrement, il divisa le ciel en plusieurs couches, chacune ayant une tâche propre. Une couche pour les nuages dérivants, une couche retenant la lumière du soleil, une couche contenant le tonnerre et la foudre. Tandis que d'autres couches retenaient la pluie et le vent. Lorsque tout fut clairement divisé, l'empereur céleste promulgua les premières règles pour contrôler la nature, quand la pluie devait tomber, quand le vent devait se lever, et quand le tonnerre était autorisé à gronder.
Dès lors, le royaume céleste eut une discipline, et les forces naturelles ne se comportèrent plus arbitrairement comme aux temps primordiaux. Cependant, chaque fois que l'ordre était établi en un lieu, ailleurs, les fragments d'énergie qui refusaient d'obéir à la loi étaient compressés et dérivaient vers les fissures sombres entre les couches atmosphériques. Dans ces recoins cachés, les courants d'énergie sauvage se rassemblaient, pas assez brillants pour devenir des dieux mais ne se dissolvant pas non plus dans le vide. Ils grandissaient silencieusement, attendant leur moment pour se manifester. L'empereur céleste était conscient de leur existence, mais il les laissa aux frontières du cosmos. Car l'univers ne peut être uniquement fait d'ordre sans défi. D'une de ces fissures sombres, près de la future région de la forêt profonde, un courant d'essence sinueux s'accrocha longtemps à l'ombre d'un renard sauvage. Avec le temps, l'ombre et l'essence se mêlèrent, et ce renard acquit progressivement intelligence et capacité de transformation. Il n'était plus seulement un animal de chasse, mais devint Othin, l'esprit renard, l'entité spirituelle réalisée du renard. L'esprit renard possédait une beauté envoûtante, sa démarche légère comme la fumée, son regard tranchant comme une fine lame. Il symbolise la transformation, l'illusion et le côté imprévisible de la nature. Également dans une autre région, là où les futures forêts anciennes s'élevaient, un grand arbre ancestral se tenait là depuis la formation de l'univers. Ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre, et sa cime s'élevait jusqu'aux couches atmosphériques les plus hautes. Au fil des ans, cet arbre absorba tous les changements cosmiques, la foudre, la pluie, le soleil et les tempêtes. Lorsque l'énergie accumulée fut suffisante, ce grand arbre s'éveilla soudainement, devenant Moktin, l'esprit arbre. Le corps de l'esprit arbre était solide, ses branches comme des bras gigantesques, capables à la fois de protéger ou d'abattre toute créature qui oserait le défier. Et au large, là où le fond marin était si sombre qu'aucun rayon de lumière ne pouvait l'atteindre, des tourbillons froids tournaient sans fin. Au centre d'un ancien tourbillon, une créature ressemblant à un poisson absorbait l'obscurité environnante et grandissait de jour en jour. Son corps était long comme une chaîne de montagnes submergées, sa gueule assez large pour engloutir des bateaux. Lorsqu'elle atteignit sa limite, cette créature brisa la couche d'eau et remonta à la surface. C'était N'Boutin, l'esprit poisson, le monstre dieu de l'abysse, dont le souffle faisait trembler l'eau de mer et dont le rugissement résonnait comme le tonnerre sous l'océan. Bien qu'ils aient des apparences effrayantes, l'esprit renard, l'esprit arbre et l'esprit poisson n'apparurent pas seulement pour semer la calamité. En fait, ils furent les premiers défis que l'univers présenta à toute espèce souhaitant exister en ce lieu. S'il n'y avait pas de monstres esprits, tout se déroulerait paisiblement, et aucune vie n'apprendrait à mûrir véritablement. Les monstres esprits sont le visage féroce de la création, rappelant que la force n'a de sens que lorsque les humains savent faire face au danger. L'univers Viet, depuis ses débuts, a accepté la coexistence de l'ordre et du chaos. Durant ces longues périodes où il n'y avait ni humains ni dynastie, seule la nature, les monstres esprits et la loi céleste opéraient. Silencieusement, l'esprit renard se glissait librement à travers la forêt profonde. L'esprit arbre dormait et s'éveillait au rythme des tempêtes. L'esprit poisson tournoyait dans l'océan abyssal. L'empereur céleste observait tout de loin, sans intervenir. Cette ère était comme la phase de trempe de l'univers, pour que toutes les forces nécessaires naissent et soient testées, avant qu'une nouvelle espèce ne se prépare à émerger et à recevoir une mission plus grande. Lorsque l'ordre du ciel et de la terre fut établi et que les monstres esprits apparurent successivement pour tester le monde, au cœur de cet univers, les dieux primordiaux, Zanenlientu, se formèrent également progressivement. Et c'est de là que commence l'histoire de l'harmonie et de l'opposition entre le dragon, Long, et l'immortel, Tien, deux grandes forces qui donneront naissance au peuple Viet. Dans l'endroit où la mer était devenue suffisamment profonde et large, un courant de lumière bleu profond jaillissait des fonds marins par vagues, comme le souffle de l'océan. De ce courant de lumière, une forme mi-dragon, mi-homme apparut progressivement. C'était Long Khan, descendant de l'ancienne race du dragon. Il portait la puissance de l'eau, des grandes vagues et de la brume marine. Chaque pas de Long Khan faisait reculer puis monter la marée, laissant derrière lui de nouvelles plaines alluviales. Sa présence indiquait que l'ère de la mer n'était plus seulement le lieu de résidence des monstres, mais aussi l'origine d'une lignée sacrée sur le point de s'ouvrir. Également à ce moment-là, dans l'atmosphère, là où l'essence la plus pure se rassemblait, une silhouette féminine se condensa lentement. Elle portait la couleur blanche des nuages, la lumière douce du croissant de lune et la chaleur du soleil matinal. C'était Aoko venant de l'essence du ciel et de la quintessence de ce qui était le plus pur d'en haut. Partout où elle marchait, des fleurs sauvages fleurissaient et des oiseaux rares s'envolaient. Aoko est l'incarnation de la fertilité et de la sève vitale abondante accordée par le ciel. Un jour, lorsque les vagues de la mer reculèrent profondément pour révéler une longue plage de terre, Long Khan monta sur le rivage.
Au même moment, Aoko descendit de la haute montagne. Ils se rencontrèrent sur la terre où la mer touchait le pied des montagnes, où le vent portait à la fois le goût salé de l'océan et le parfum du bois. À l'instant même où leurs regards se croisèrent, aucun d'eux ne fut surpris. Au contraire, il y eut un sentiment de reconnaissance très naturel, comme si dans la volonté du cosmos, cette rencontre avait été arrangée d'avance. Là, l'axe du ciel, de l'eau et de l'essence avaient trouvé leur point d'intersection. L'amour entre Lac Long Can et Aoko ne vint pas à la hâte. Il grandit au fil des jours passés à voyager ensemble à travers les rivières, les ruisseaux, les montagnes et les côtes. Lac Long Can enseigna à Aoko à entendre le langage des vagues et à comprendre la nature de la mer. En retour, Aoko enseigna à Lac Long Can à écouter le vent et à sentir le rythme silencieux de la végétation. Cet amour n'était pas seulement l'harmonie entre deux individus, mais aussi la connexion entre deux grandes forces, l'eau profonde et l'essence de l'air légère et pur. C'est cette harmonie même qui conçut une nouvelle source de vie pour la Terre Viette. Puis, lorsque l'amour fut complet, Aoko donna naissance à une poche de sang. Ce n'était pas une étrangeté selon les lois habituelles, mais la manifestation d'un principe cosmique. Dans cette poche se trouvaient 100 courants d'essence, 100 personnalités, 100 capacités différentes, toutes des variations de la combinaison dragon, immortel. La poche de 100 fut placée dans une région paisible, à l'abri des montagnes, soutenue par la mer et couverte par le ciel. Avec le temps, les 100 éclosirent l'un après l'autre. Chaque enfant né était en bonne santé, ses yeux brillants et son aura différente, mais tous possédaient un caractère extraordinaire. Ils n'étaient pas des dieux, mais ils n'étaient pas non plus des humains ordinaires. Ils étaient le Batch Viet, la première fondation du futur peuple Viet. Lorsque les 100 enfants eurent grandi, Lac Long Can et Aoko surent qu'ils ne pouvaient pas vivre éternellement dans une zone exiguë. Par conséquent, ils décidèrent de diviser leur progéniture. 50 enfants suivirent Lac Long Can vers la mer, où les vagues étaient leur foyer. Les 50 autres enfants suivirent Aoko vers les montagnes, où la brume et la forêt profonde les enveloppaient. Cette séparation, bien que douloureuse, était nécessaire pour que les 100 lignées se développent fidèlement à leur nature. À partir de cet instant de division, deux sèves vitales différentes du peuple Viet furent inaugurées. Dans les montagnes, ceux qui suivirent Aoko s'intégrèrent à la forêt, aux ruisseaux et aux rochers. Au bord de la mer, ceux qui suivirent Lac Long Can vécurent avec la marée, les grandes vagues et l'immensité de l'océan. Bien que séparés, ils avaient la même racine, la même poche, la même origine dragon, immortelle. Et à partir de là, le fondement de la nation Viet fut placé sur la diversité mais l'unité. Au fil des ans, ces 100 enfants établirent d'innombrables tribus à travers le sud. Où qu'ils soient, ils portaient avec eux l'histoire de leurs parents, de la poche de 100 et de l'origine sacrée de leur peuple. Le nom Batch Viet, 100 Viet, se répandit ainsi sur toute la terre, comme différentes branches émanant du même grand arbre nommé la race Viet. De cette poche de 100 le sang dragon immortel mûrit progressivement. Et lorsque les enfants d'Aoko et de Lac Long Can eurent pris racine à travers les montagnes, les plaines et les mers, le moment vint pour eux de former une communauté propre. C'est dans ce contexte que l'ère du roi Hung s'ouvrit, une époque marquant le moment où le peuple Viet sortit de la dépendance envers les dieux primordiaux pour construire de manière autonome la première nation de l'histoire. Parmi les 100 enfants, l'aîné fut élevé au rang de chef, établissant le nom de la nation, Van Lang. Il prit le titre de Hung Vuong, roi Hung, le premier roi du nouveau pays. Van Lang devint l'endroit où l'homme, la terre et l'ordre social furent pour la première fois appelés collectivement par un seul nom. À partir de là, la race Viet n'était plus seulement des groupes épars errant partout, mais avait un foyer commun pour se rassembler et se développer. Van Lang s'étendait sur une région réunissant tous les éléments, hautes montagnes, longues rivières, plaines fertiles et proximité de la mer. Les montagnards continuaient de vivre avec la forêt et les rochers, les riverains étaient habitués aux bateaux, tandis que les gens de la plaine semaient le riz et cultivaient. Sous le règne du roi Hung, ces trois mondes, montagnes, rivières et plaines, ne furent plus séparés, mais fusionnèrent comme trois facettes différentes d'une même âme. La société sous la dynastie Hung était primitive mais pleine de vitalité. Les Viet apprirent à semer selon la saison et à récolter selon la pluie. Des rizières en terrasse apparurent dans les régions montagneuses, tandis que les rizières inondées s'étendaient dans les plaines et les régions intermédiaires. Des villages se formèrent, et les us et coutumes furent progressivement définis. Les gens savaient ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas. Ils savaient respecter le ciel et les ancêtres. Ils savaient préserver les rituels sacrés transmis de génération en génération. Pour gouverner un vaste territoire, le roi Hung établit des titres tels que Lako et Lac Tuong, les chargeant de surveiller des zones spécifiques.
Grâce à cela, chaque tribu avait à la fois le droit de s'autogouverner selon ses propres coutumes et l'obligation de se conformer à la loi commune de Vanlang. Des fêtes pour le culte du ciel et des ancêtres étaient organisées régulièrement pour rappeler à tout leur origine commune et le lien qui les unissait au ciel et à la terre. La dynastie du roi Hun ne s'arrêta pas à une seule vie. Lorsqu'un roi Hun décédait, son successeur prenait à nouveau le titre de roi Hun, continuant de régner sur la nation. Ainsi, ce titre se prolongea sur 18 générations, devenant le symbole de toute une époque. Sous l'égide de ces rois portant le même titre, Vanlang possédait à la fois l'allure d'un royaume organisé et l'esprit d'une civilisation tribale jeune mais pleine de vitalité. Lorsque Vanlang fut solidement établi dans le nouvel ordre, le monde n'était plus une terre primitive de seulement forêts profondes, mers vastes et monstres esprits comme au début. Les humains avaient des maisons, des champs et des conventions communes pour vivre ensemble. Mais c'est précisément au moment où l'ordre social se stabilisa que de nouveaux défis commencèrent à apparaître. Ne provenant plus de la nature pure mais du cœur humain et des forces au-delà des frontières. Dans ce contexte, des individus extraordinaires sortirent de la vie ordinaire et furent progressivement honorés par le peuple comme des héros déifiés des dieux vivants dans la conscience viette, appelés plus tard collectivement les 4 immortels, Tubatu. Tout d'abord, l'histoire d'un enfant étrange dans un petit village. À l'âge de 3 ans, il ne savait toujours ni parler ni rire, ne semblant rien avoir de particulier. Cependant, en apprenant que les envahisseurs du Nord approchaient, cet enfant se leva soudain, demandant au roi un cheval de fer, une armure de fer et un fouet de fer. D'un seul étirement, il se transforma en un guerrier colossal. C'était Saint-Jiong, Tan-Jiong. Il chevaucha à travers les champs du village, vainquit les troupes ennemies, et lorsque son fouet se brisa, il déracina des bambous au bord de la route pour en faire des armes. Une fois l'ennemi vaincu, Saint-Jiong éperonna son cheval vers la montagne puis s'envola directement dans le ciel, laissant son empreinte profonde dans la mémoire populaire. Un enfant du village devint immortel, devenant le premier symbole de la force contre l'invasion étrangère. Puis vint l'histoire des 2 divinités portant la puissance de 2 forces naturelles opposées. Son Tin, l'esprit de la montagne, et Tui Tin, l'esprit de l'eau. Lorsque le roi Hun chercha un gendre pour Mingyong, tous 2 vinrent demander sa main. Le concours fut déterminé par les offrandes de mariage, et son Tin fut le premier à arriver. Tui Tin, vaincu, entra en colère, faisant monter les eaux et provoquant des inondations. Dès lors, chaque année, l'esprit de l'eau montait les eaux pour attaquer l'esprit de la montagne, tandis que l'esprit de la montagne empilait les reliefs pour résister. Cette histoire devint la manière dont les ancêtres expliquaient les inondations et la bataille éternelle entre la montagne et l'eau sur la terre viette. À côté de cela se trouve l'histoire, à la fois simple et profondément humaine, de Shudong-tu et Tiendin. Au bord d'un coude de rivière paisible, vivait un jeune homme pauvre avec seulement un cache-sexe. Lorsque la princesse Tiendin accosta involontairement son bateau là où il se cachait dans le sable, le préjugé ne la poussa pas à le fuir. Au contraire, elle choisit l'acceptation et l'amour. Ils se marièrent, puis rencontrèrent un ermite qui leur remit une canne et un chapeau divin. Finalement, tous 2 abandonnèrent leur vie aisée pour suivre la voie spirituelle, choisissant l'éveil intérieur plutôt que le pouvoir. Dans le cœur du peuple, Shudong-tu devint le héros de l'amour et de la spiritualité. Et dans les chaînes de montagnes de la moyenne région du Nord, un autre dieu émergea également de cette époque, Tan Vienne son Tan, le saint de la montagne Tan Vienne, le dieu qui gouverne le mont Tan Vienne. Il contrôlait la brume et les vents de montagne, protégeant les habitants des tempêtes. Non seulement le vainqueur de l'esprit de l'eau, Tan Vienne est aussi le symbole de la stabilité, de l'équilibre entre l'homme et la nature. Progressivement, le peuple choisit les 4 figures ayant la plus grande influence spirituelle, le mérite et le symbolisme les plus profonds, pour les honorer comme les 4 immortels, Tubatu. Ce sont Saint-Jiong, la force contre l'invasion étrangère, son Tin, la résilience face aux catastrophes naturelles. Shudong-tu le chemin spirituel et l'amour au-delà des barrières. Et dans de nombreux endroits, les Viettes honorent également Mo-Lüan, le symbole de la religion de la déesse mère et de la vaste protection de la mer sacrée. Ces 4 figures se dressent comme les 4 piliers spirituels de la nation, gardant les 4 directions de la vie spirituelle viette. La clôture de l'âge des héros ne signifie pas que les héros disparaissent. Elle marque simplement l'instant où ces individus extraordinaires sont sortis de la vie quotidienne et ont transité vers un autre royaume sacré, celui des symboles. Ils sont devenus le pont entre la mythologie et l'histoire, entre les humains et les esprits. Et depuis lors, dans la mémoire nationale, il existe toujours le rappel que chaque génération peut engendrer de nouveaux héros, qui se lèveront pour prendre en charge le pays selon les circonstances. Lorsque les dieux primordiaux eurent achevé leur mission et que les héros déifiés furent devenus des symboles immortels. Dans la conscience populaire,
le monde Viet entra dans une période de transition cruciale. La mythologie, avec tout son mystère et son symbolisme, commença à céder la place progressivement aux récits portant la saveur de l'histoire légendaire, où la frontière entre le sacré et le réel commença à s'estomper. Les gens de cette époque racontaient encore le dieu Axe céleste, l'empereur céleste, Lak Long Kaneauko, les rois Hung et les héros extraordinaires. Mais à mesure que ces histoires étaient transmises à travers les générations, le voile de brume mythique qui les entourait s'amincissait également. Ce qui restait, c'était l'esprit fondamental que les ancêtres voulaient transmettre, que le peuple Viet a une origine sacrée, possède la force de faire face aux défis et à l'âme pour surmonter les épreuves du temps. C'est à ce moment-là que la mythologie s'est tranquillement transformée en histoire légendaire, se préparant à céder la scène à l'histoire réelle. Après l'âge des héros, Van Lang n'était plus une terre primitive comme au début. La population augmentait, les villages se densifiaient, les tribus se développaient davantage, et les relations entre elles devenaient plus complexes. Les Lako et Lak Thiong ne se préoccupaient plus seulement des travaux agricoles ou des festivals, mais devaient également veiller à la gestion et à la défense de leur territoire. La maturité de la société s'accompagna de nouvelles inquiétudes, des conflits nés du cœur humain, des litiges entre tribus, et aussi la menace des forces extérieures. Car pendant que Van Lang se développait, au nord, des puissances devenaient de plus en plus fortes chaque jour. Elles nourrissaient des ambitions d'expansion et regardaient toujours vers le sud, où se trouvait Van Lang, le considérant comme une terre riche en ressources et stratégiquement importante. La pression de l'invasion étrangère commença à germer très tôt, avant même que les véritables pas de l'invasion ne se posent sur la terre Viet. Et puis, bien qu'en surface les gens continuaient de vénérer les rois Hung, de raconter les histoires des héros et des esprits comme des parties sacrées de la vie, au fond d'eux, tous comprenaient qu'une nouvelle ère arrivait. Les dieux, les immortels et les héros commencèrent à se retirer progressivement dans l'espace spirituel et la mémoire. Ce n'est pas qu'ils disparaissaient, mais simplement qu'ils restaient en arrière, servant de toile de fond à un nouvel âge, où les humains devaient affronter les défis par leur propre force. Et ainsi, selon les enregistrements ultérieurs, en moins 208 avant Jésus-Christ, les premiers pas étrangers se posèrent réellement sur la terre Viet. La dynastie Zhao, puis la dynastie Han se succédèrent pour imposer leur domination, ouvrant la première période de domination chinoise, Baktuok. Ce fut la période où le peuple Viet dut endurer la douleur de perdre son pays, mais ce fut aussi la période qui forgea une volonté de résistance forte et persistante. La mythologie Viet s'effaça doucement en arrière-plan, cédant la place à la nouvelle épopée, histoire abrégée du Vietnam, où l'histoire en chair et en os commença à parler. Et ainsi, le voyage mythologique de la race Viet se clôt là où la porte de l'histoire s'ouvre lentement. Ce que nous venons de traverser n'est pas seulement l'histoire des dieux, du dragon immortel, ou des héros déifiés, mais la couche la plus profonde de la mémoire nationale, les courants souterrains qui ont nourri l'âme Viet depuis son commencement primordial. La mythologie Viet n'est pas faite pour endormir les enfants, mais pour réveiller une très vieille partie en chaque personne. La partie qui se souvient encore des racines, de l'origine sacrée, de la raison de notre présence sur cette terre. Le projet Mythologie de la race Viet édition Pax Le Verse a été réalisé pour renouer les fils qui se sont estompés avec le temps, pour raconter le voyage complet de l'obscurité primordiale au premier pas de l'histoire. Ceci n'est pas un substitut à l'histoire Viet, mais un pont nous ramenant à l'inspiration primordiale, où les esprits, les humains et la nature ne font qu'un. S'il reste quelque chose après cette longue histoire, c'est peut-être la prise de conscience que le peuple Viet est né de l'harmonie du ciel et de la mer, a été testé par les monstres esprits et les catastrophes naturelles, a été soutenu par des ancêtres héroïques, et a été guidé par des rêves qui ne se sont jamais éteints. Nous racontons cette histoire non pas pour être nostalgique du passé, mais pour nous souvenir qu'une partie du mythe vit toujours en chacun de nous. C'est la partie qui nous pousse à rester debout dans le monde. La partie qui nous rappelle que chaque génération peut engendrer de nouveaux héros. Et la partie qui ravive la flamme transmise par les ancêtres, une flamme qui ne devrait jamais s'éteindre dans l'obscurité. Le voyage mythologique se clôt, mais la flamme de la race Viet continue de brûler.